Comment créons-nous l'équité? Et l'équité ne signifie pas discriminer d'autres personnes. Comment pouvons-nous créer un climat où l'on peut se sentir mal à l'aise et comprendre que c'est à partir de cet espace d'inconfort? Qu'est-ce qui me met mal à l'aise? Quels en sont les éléments? Et comment puis-je comprendre pourquoi cela me fait ressentir cela? Est-ce que cela me concerne personnellement ou est-ce que cela concerne les systèmes qui sont créés? Professeur Oula E. Taylor, historienne et auteure. Professeur au département d'études afro-américaines à l'Université de Californie, Berkeley, et spécialiste de la théorie féministe noire ainsi que des traditions intellectuelles des femmes afro-américaines. Ces systèmes peuvent être le catalyseur pour comprendre qu'il est possible d'avoir une démocratie multilingue et multiraciale où chacun peut expérimenter une certaine forme d'équité. Bonjour et bienvenue dans l'émission podcast YouTube de Dinis Guarda, une fois de plus en partenariat avec citiesabc.com, wisdomia.ai et businessabc.net. Nous continuons à dresser le portrait de personnalité mondiale et je suis particulièrement passionné par les personnes qui, je dirais, ont un mandat pour changer le monde et apporter de l'inspiration, de la recherche et surtout pour comprendre comment nous pouvons mieux appréhender notre monde, ses complications, ainsi que les valeurs dont nous avons plus que jamais besoin. L'histoire a toujours été pleine de paradoxes et nous vivons probablement l'un des moments les plus radicalement paradoxaux de l'histoire, tant pour les bonnes choses que pour les moins bonnes. Mais il existe de nombreux travaux académiques et recherches fantastiques qui sont extrêmement importants. Ceci est un podcast qui réunit des personnalités du monde académique, du monde des affaires, des gouvernements et aussi, surtout, les créateurs et les acteurs. Aujourd'hui, je suis particulièrement ravi d'accueillir dans notre série un universitaire et chercheur qui apporte une importance majeure pour comprendre beaucoup des choses auxquelles nous sommes confrontés dans le monde, et en particulier une recherche qui est très importante pour nos traditions intellectuelles et l'héritage de nombreuses parties différentes en termes d'histoire et de recherche. Je souhaite donc la bienvenue dans notre série au professeur Wula Y. Taylor, historien et auteur, professeur spécialisé dans l'histoire afro-américaine, la théorie féministe noire et les traditions intellectuelles des femmes afro-américaines. Ses recherches se sont concentrées sur la période de 1890 à 1980, avec un fort accent sur le nationalisme noir, le panafricanisme et les droits civiques, et les mouvements Black Power. Le professeur Oula est un auteur qui a publié plusieurs livres. Certains de ses livres incluent La promesse du patriarcat, La femme et la nation de l'islam, La Garvey voilée, Vie et époque d'Amy Jacques Garvey, 2002 Panthères, une histoire illustrée des Black Panthers et l'histoire derrière le film, 1995 et Black California Dreaming, la crise des communautés afro-américaines de Californie et bien d'autres publications et recherches. Le professeur Oula a largement contribué à des revues universitaires dans le monde académique, allant du Journal of African American History au Journal of Women History, Feminist Studies, Souls et Afro-American, pour n'en nommer que quelques-unes. Et elle a également contribué à des ouvrages académiques tels que Le phénomène Obama en 2011, No Permanent Waves en 2010 et Telling Histories. Le professeur Oula a obtenu son doctorat en histoire américaine à l'Université de Californie à Santa Barbara. Elle est maintenant professeure au département d'études afro-américaines à l'Université de Californie à Berkeley et ses travaux académiques ont été soutenus par de nombreux prix et bourses, notamment la bourse de thèse pour minorités de la Fourth Foundation, la bourse de thèse présidentielle de l'Université de Californie, pour n'en nommer que quelques-unes. La liste continue et la recherche est impressionnante, donc je veux vous souhaiter la bienvenue et je suis très enthousiaste de vous avoir ici, professeur. Je vous remercie de votre invitation et suis ravie de cette conversation. Vous,
Donc, j'aimerais commencer par, vous êtes un expert, un historien et aussi un chercheur. Alors, commençons un peu par votre histoire, un peu par votre parcours, et je dirais probablement au moment où vous avez décidé de faire carrière dans le milieu académique ou que vous avez voulu suivre cette voie et intégrer l'académie, ainsi que votre histoire. Bien sûr, je pense que, comme beaucoup d'étudiants de première génération à l'université, il y avait deux grands domaines dans lesquels on avait tendance à vouloir s'engager quand j'étais étudiante, soit devenir enseignante, soit avocate. Et pour moi, c'était enseignante. J'ai toujours voulu être enseignante. Et pendant que j'étais étudiante à l'Université de Californie à Los Angeles, parce que je viens de Californie, j'ai suivi tellement de cours différents qu'à un certain moment, la conseillère pédagogique m'a dit, vous savez, il faut choisir une spécialité. Alors elle a regardé mon relevé de notes et j'avais beaucoup de cours d'histoire. Elle m'a dit, pourquoi ne pas vous spécialiser en histoire puisque vous avez déjà tous ces cours? Vous avez bien réussi. J'ai décidé de me spécialiser en histoire. Finalement, j'ai obtenu un diplôme en histoire. Et je me disais que j'aurais ce diplôme en histoire et que je serais une enseignante formidable de la maternelle à la terminale. Eh bien, pendant ma dernière année de licence, j'ai commencé à faire du bénévolat dans des salles de classe et je me suis rendu compte que je n'avais vraiment pas de compétences en gestion de classe. Donc, mon état d'esprit était d'obtenir un master en histoire et ensuite je pourrais être professeur au collège ou au lycée. Et pendant que je préparais mon master, les professeurs du département à l'Université de Californie à Santa Barbara m'ont dit « Pourquoi ne postules-tu pas au programme de doctorat ?» Jusque-là, je n'avais pas envisagé de faire un doctorat. C'était principalement un master pour devenir une bonne enseignante pour les jeunes. Et donc, moi, j'ai postulé au programme et j'ai été admise. Et alors que je terminais mon doctorat en histoire, je savais que je ne voulais pas être dans un département d'histoire. C'est à ce moment-là que j'ai su que je voulais être soit dans un département d'études africaines, soit dans un département d'études sur le genre et les femmes, parce que à cette époque, la profession et le diplôme d'histoire n'étaient vraiment pas interdisciplinaires. Les méthodes étaient ancrées dans une façon particulière de faire le travail et je savais que ma façon de penser avait besoin d'être dans un espace plus flexible. Alors, j'ai postulé à un poste en études africaines à l'Université de Californie à Berkeley. C'était mon premier emploi après l'école doctorale et j'y suis depuis. Waouh, c'est une belle histoire et aussi passer d'une grande université à une autre grande université. Donc, je veux, pour les personnes qui nous écoutent, et moi, je pense particulièrement, bien sûr qu'en ce moment, nous sommes à une époque où il y a tellement de discussions autour de ce que sont les choses. Qu'est-ce que la bonne recherche? Donc, j'aimerais aborder, si tu pouvais définir, et tu étudies vraiment quelque chose en tant qu'expert mondial dans ce domaine, alors parle-nous un peu du choix de ta carrière et du choix de ces sujets, ainsi que pour les personnes qui... Mon public est assez large, composé de personnes du monde des affaires et des technologies, mais aussi de chercheurs. Peux-tu synthétiser tes domaines d'études? Je pense que c'est probablement mieux pour un public plus large avant que nous n'approfondissions davantage. Absolument. Je pense que c'est dans la nature humaine de vouloir en savoir plus sur soi-même. Et pour moi, je voulais savoir comment les Noirs aux États-Unis interagissaient en dehors du regard des Blancs. C'est-à-dire, comment interagissent-ils et travaillent-ils dans des organisations entre eux? Je m'intéressais aussi à la façon dont les femmes s'impliquaient dans ce type d'organisation. Je pense que beaucoup de choses sont liées à la façon dont j'ai grandi. J'ai grandi à une époque de transition entre les lois Jim Crow et le mouvement des droits civiques. Et donc, mes 4 premières années d'école se sont passées dans des établissements entièrement noirs. Et puis, quand j'étais en 4e année, il y a eu quelque chose qu'on appelait le transport scolaire. Et j'ai été envoyée en bus dans une communauté majoritairement blanche. Donc, à bien des égards, j'ai grandi dans ce qu'on appellerait aujourd'hui un environnement ségrégué. Je suis née en 1962 et donc j'avais vécu cette vie-là.
Et puis, avec la mise en place du transport scolaire, j'ai commencé à être exposée à différentes communautés et à différentes classes sociales. Et donc, en devenant jeune adulte, j'étais intéressée à revenir à ces moments où, vous savez, j'allais dans des écoles entièrement noires. Comme vous savez, ma communauté était vraiment, vraiment différente. Et je voulais savoir comment les gens vivent cela à certaines époques. Dans les années 1920 et 1930, afin de m'aider à comprendre qui je suis. Donc, vos recherches sont spécialisées dans l'histoire afro-américaine et le nationalisme noir. Mais en partie, examinons l'histoire afro-américaine de 1890 aux années 1980, ce qui représente presque 100 ans. Alors, parlez-nous un peu de cela, parce qu'il y a eu un changement massif pendant ces 100 ans, probablement le plus grand de l'histoire. Et aussi, il y a eu un impact énorme de tous les changements dans la société, surtout aux États-Unis, qui reflètent en fait beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Mais aussi en termes de l'impact que cela a eu dans le monde et qu'il a encore aujourd'hui. Et je sais que des années 80 à aujourd'hui, il s'est déjà écoulé 45 ans. Il y aura sûrement beaucoup plus de recherches à ajouter, mais j'aimerais surtout aborder la façon dont vous résumez ces 100 ans d'histoire afro-américaine. Oui, c'est une histoire incroyable. C'est une histoire incroyable parce qu'il y a eu tellement de changements au fil du temps. Pour les auditeurs, imaginez tous les changements que vous avez vécus au cours de votre vie, puis multipliez cela par 4. C'est une façon de comprendre ces 100 années où l'on passe d'un environnement où les Afro-Américains sont des personnes nouvellement libérées légalement qui luttent pour exercer des droits fondamentaux, le droit de vote, les droits de citoyenneté, jusqu'à une situation où les Noirs ont désormais la mobilité et peuvent se déplacer dans tout le pays sans aucune restriction. Et où vont-ils? Où créent-ils leur foyer? Où trouvent-ils une famille? On passe ensuite à une autre époque où, surprise, il était possible de quitter le Sud. Et tu commences à voir des Noirs passer du Sud rural aux villes du Sud, puis des villes du Sud vers le Nord, vers le Midwest. Et ce mouvement, en dehors du Sud, est en grande partie dû à la Première et à la Seconde Guerre mondiale. Une fois que les industries de guerre s'ouvrent, si vous voulez, on voit maintenant les Noirs être attirés par ces industries où auparavant ils étaient victimes de discrimination parce que désormais ces usines recherchent plus de travailleurs. Et elles recherchent plus de travailleurs parce que l'immigration européenne a été interrompue à cause de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Donc maintenant, ils ont besoin de travailleurs noirs. Et c'est ainsi que beaucoup de Noirs quittent les villes du Sud pour aller vers le Nord. Et puis, quand la Seconde Guerre mondiale est arrivée, cela a de nouveau ouvert l'Ouest, où, pendant la période de l'internement des Japonais aux États-Unis, ils se sont dit « Oh, on pourrait faire venir des Noirs du Sud ». Et donc, à bien des égards, le déplacement des Noirs hors du Sud vers d'autres régions du pays, vers d'autres parties des États-Unis, est vraiment lié à un phénomène mondial autour de la guerre. Et puis si tu... Oh, pardon. Oui, continue, continue, oui. J'allais dire que lorsque tu dépasses la Seconde Guerre mondiale et que tu arrives dans les années 60, c'est un moment où le monde devient, à bien des égards, connecté à l'échelle mondiale, je pense, d'une manière nouvelle et inédite. C'est une période où des journaux en dehors des États-Unis rendent compte du mouvement des droits civiques, rapportent ce qui se passe à Montgomery, en Alabama. Et à bien des égards, cet aspect international devient un talon d'Achille pour les États-Unis. Comment les États-Unis peuvent-ils dire qu'ils sont le berceau de la démocratie alors qu'ils maintiennent les Noirs dans un certain type d'espace où ils n'ont pas de droit de citoyenneté, où ils ont du mal à voter? Et donc, à bien des égards, la politique étrangère a contribué à faire avancer la démocratie aux États-Unis parce que la communauté internationale pouvait voir
comment les Noirs étaient traités. Et c'est très important de mettre en avant beaucoup de choses qui se sont passées, mais je pense aussi qu'on ne comprend cela que si on en fait partie. Je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas parce qu'ils n'ont aucun contexte à ce sujet. Et comme tu l'as dit, les communautés sont fermées. Tu travailles beaucoup sur le nationalisme noir et le panafricanisme, deux mouvements puissants dans l'histoire de l'identité afro-américaine. Comment ces mouvements ont-ils évolué au cours des 100 à 150 dernières années dans le contexte que tu as mentionné? Et compte tenu de tes recherches, comment pouvons-nous mieux sensibiliser à ces mouvements et à la recherche et les faire progresser ensemble? C'est une excellente question qui comporte plusieurs volets. J'espère pouvoir répondre à tous. Je pense que si l'on regarde cette période de 100 ans dont tu parlais, pendant l'époque de la ségrégation légale, Jim Crow aux États-Unis, les Noirs comprenaient l'importance de devoir essentiellement compter les uns sur les autres. Donc aujourd'hui, en 2025, on parle souvent d'alliés. Mais à l'époque de Jim Crow, les alliés étaient vraiment, vraiment, vraiment très peu nombreux. Et donc, les Noirs ont dû s'organiser entre eux pour trouver comment créer le monde dans lequel ils voulaient vivre, pour trouver comment créer un monde juste et qui offrait des opportunités pour eux-mêmes et leurs enfants. Donc, à l'époque de Jim Crow, il y avait à bien des égards peu d'options en dehors du travail au sein de leur propre communauté. Pendant les années 60, c'est à ce moment-là que nous avons vraiment commencé à voir apparaître des groupes que nous appellerions aujourd'hui des alliés ou de jeunes étudiants blancs dans des universités majoritairement blanches sont allés dans le Sud dans les années 1960, en particulier pendant le Freedom Summer dans le Mississippi, et ont dit « Nous voulons participer à ce projet appelé Liberté ». Nous voulons participer et comprendre ce que vivent les personnes noires dans le Mississippi. Pourquoi les personnes noires dans le Mississippi ne peuvent-elles pas voter? Ainsi, des étudiants blancs venant des universités du Nord sont allés dans le Mississippi et ont travaillé avec des étudiants noirs au sein de l'organisation Comité de coordination étudiants non violents. Et ils ont organisé des écoles de la liberté, le Freedom Summer, où ils enseignaient les mathématiques et l'anglais. Et ils enseignaient à court à une époque où les élèves noirs du Sud n'avaient pas d'école d'été, alors que beaucoup d'entre eux étaient en retard dans leurs études. Et donc, pendant les années 60, c'est à ce moment-là que nous commençons à avoir ces alliés, si vous voulez. Et ils découvrent l'expérience des Noirs en s'enracinant dans ces communautés, en vivant dans ces communautés. Et certains d'entre eux ne sont jamais partis. Donc c'est dans les années 60 que nous commençons à élargir la coalition des porte-paroles de la liberté, la coalition de personnes prêtes à risquer leur vie pour la démocratie, contre l'injustice. Et c'est à cette époque que nous voyons émerger beaucoup de ces leaders emblématiques du mouvement, que ce soit le révérend Dr Martin Luther King Jr., que ce soit le ministre Malcolm X, que ce soit Madame Fannie Lou Hamer, que ce soit Madame Ella Baker. Vous avez ces leaders emblématiques qui commencent à offrir une vision de ce que l'Amérique pourrait être si le racisme et la discrimination n'étaient pas ancrés dans l'état de droit, dans les possibilités de la vie. Tu abordes deux problèmes majeurs qui persistent malheureusement encore aujourd'hui. Et en ce moment, elles arrivent probablement d'une manière plus complexe parce qu'elles peuvent se mélanger avec la technologie. Elles peuvent se mêler au code et à l'intelligence artificielle. Mais votre travail couvre des décennies et des siècles d'histoire. Et d'après mes recherches, et c'est une question plus large, mais je pense que je dois la poser, j'ai eu le privilège de rencontrer, par exemple, la fille du docteur Martin Luther King, et, par exemple, j'ai eu une expérience personnelle fantastique en intervenant à l'Université mondiale de la paix en Inde et
Ce qui était très fascinant, c'était d'examiner les références, bien sûr, à ce sujet. Et bien sûr, en ce moment, 1,475 milliard de personnes, c'était la présence du docteur Martin Luther King et de beaucoup de ces icônes que vous avez mentionnées dans les cultures et leur influence. Par exemple, Martin Luther King s'est lui-même inspiré de Gandhi et vice-versa. Il y a eu beaucoup d'influences différentes. Donc, parmi ces icônes que vous avez mentionnées, et cette perception, je pense que la question que je pose est comment pouvons-nous, à partir de cette recherche que nous avons menée, quels étaient les éléments utilisés dans la société qui pouvaient atténuer ces grands problèmes que vous venez de souligner? Et vous avez mentionné qu'ils venaient à travers des icônes, à travers des alliés, des personnes qui étaient vraiment conscientes de cela. Mais nous sommes dans un moment où tout est possible, pour le meilleur comme pour le pire. Alors, comment voyez-vous cela, des éléments historiques jusqu'à aujourd'hui? Et David, s'il y a des domaines que tu pourrais résumer, que tu penses être encore comme les domaines que tu as probablement ressentis, qui pourraient être mieux compris pour éviter beaucoup des problèmes qui se sont produits dans l'histoire? Oui, eh bien, l'histoire nous offre tellement de leçons qui peuvent être appliquées à notre époque contemporaine, notamment sur la façon dont les gens se sont organisés. Aujourd'hui, comme vous l'avez mentionné, il existe toutes sortes de technologies, façons de le faire. Mais à l'époque, imaginez, vous savez, ils avaient des téléphones. Mais même les appels longue distance étaient chers, n'est-ce pas? Donc les gens écrivaient beaucoup de lettres, les gens utilisaient les journaux pour communiquer. Ils disaient que cette personne arrivait en ville. Les gens utilisaient la radio pour communiquer la nouvelle. Très souvent, la radio et les animateurs étaient incroyablement importants pour diffuser l'information dans les communautés. Donc, Entre la radio, le journal et le bouche à oreille, entre la radio, le journal, le bouche à oreille, les dimanches matins à l'église où le prédicateur annonçait qui arrivait en ville, annonçait quels étaient les objectifs de certains types d'organisations. C'est ainsi que l'information se diffusait, si vous voulez. Mais dans la diffusion de l'information, même si cela est différent en 2025, je pense que ce qui n'a pas autant changé, c'est la façon dont les gens s'engagent une fois qu'ils sont en communauté. Par exemple, une fois qu'il a été annoncé que le révérend docteur Martin Luther King allait venir en ville et que la Southern Christian Leadership Conference, son organisation, ainsi que le comité de coordination étudiant non violent, allaient être présents pour organiser les gens afin qu'ils votent, les gens devaient se rassembler et décider s'ils voulaient participer ou non. Les gens devaient se rassembler et décider, vous savez, quels étaient les défis à relever pour participer au mouvement. Quels étaient les dangers à participer au mouvement? Qu'est-ce qui pourrait arriver à leur famille s'ils participaient au mouvement? Et les gens devaient décider s'ils avaient la capacité de le faire. Tout comme aujourd'hui, les gens doivent décider s'ils ont la capacité de le faire. Mais je dirais qu'une des grandes différences que j'ai remarquées en ce qui concerne l'histoire est la façon dont les gens s'organisaient par rapport à la façon dont les gens s'engagent aujourd'hui. L'histoire, en particulier parmi les étudiants militants. Parfois, les étudiants militants ne pouvaient pas assister à toutes les réunions d'organisation. Peut-être qu'ils ne pouvaient assister qu'à une seule réunion par mois, peut-être qu'ils ne pouvaient venir qu'aux manifestations. Et d'après l'histoire, il semble qu'il y avait un peu plus de tolérance. Les gens disaient qu'ils étaient heureux de me voir ici. Tu n'étais pas à cette réunion où nous faisions beaucoup du travail difficile, mais nous sommes contentes de te voir ici. Je pense qu'aujourd'hui, en termes d'organisation, il y a un peu plus de critique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas autant de bienveillance. Les gens veulent que tout le monde soit présent à chaque réunion, à chaque événement d'organisation. Cette personne peut ressentir une culpabilité se disant « je n'ai pas fait ça, alors peut-être que je ne devrais pas y aller ». Donc, je pense qu'une des leçons du passé est de nous accorder plus de bienveillance et de comprendre que nous ne pouvons pas toutes être le même type de militante, ni avoir le même niveau d'engagement intentionnel que tout le monde, mais d'accepter les gens là où ils en sont.
Et je pense qu'il y avait un peu plus de place dans l'histoire pour accepter les gens selon leur capacité à participer. Oui, j'aime cette bienveillance. Et je pense que c'est quelque chose de très, très important parce que c'est un mot que je pense que nous ne sommes pas assez attentifs. Parce que si on ne met pas de bienveillance dans ce qu'on fait, on perd le sens du respect et aussi celui de la gentillesse. Et c'est très difficile parce que nous avons des cultures différentes et aussi des défis différents dans la façon dont nous gérons même nous-mêmes et nos pères. Donc, dans votre livre et vos recherches, Le Panther, une histoire illustrée des Black Panthers, vous retracez l'histoire du Black Panther Party. Cela a donc eu un impact très fort, même dans l'iconographie du XXe siècle. Et aussi, nous avons même le film Black Panther qui a été repris par Marvel et poussé à un autre extrême. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup d'aspects économiques et c'était un grand succès au box-office. D'un côté, c'est intéressant à observer. J'aime toujours regarder et faire des recherches académiques avec le grand public. C'est fascinant de constater l'influence du film sur tant de gens. J'ai discuté avec des personnes du Moyen-Orient pour qui c'était l'un des premiers films qu'ils avaient vus, même dans des pays qui avaient moins d'accès. Alors, comment voyez-vous l'héritage particulier du Black Panther Party ainsi que la conversation continue autour de la justice sociale et de l'activisme aujourd'hui? Nous en avons déjà parlé, mais j'aimerais approfondir cela à partir de cette recherche. C'est une excellente question parce que le Black Panther Party for Self-Defense a commencé à Oakland, en Californie, là où je vis. Il a commencé avec des étudiants et je pense que souvent on ne considère pas le Black Panther Party comme d'anciens étudiants, mais les dirigeants de l'organisation, Huey Newton et Bobby Seale, se sont rencontrés dans un collège communautaire, n'est-ce pas? Donc ce sont des étudiants qui essaient de comprendre, vous savez, pourquoi la police agit comme une force d'occupation dans nos communautés. Et donc, ils ont commencé à surveiller la police, si vous voulez. Ils ont commencé à suivre la police et à les mettre sous surveillance pour s'assurer que toutes les façons dont ils brutalisaient les membres de la communauté cesseraient, ou du moins qu'ils seraient surveillés afin que cela ne se produise pas sans un témoin. Et donc, vous savez, tout a commencé avec ces deux jeunes hommes. Et finalement, Bobby Hutton, qui n'avait que 17 ans, est devenu le troisième membre. Et je pense qu'à bien des égards, c'est un rappel que toutes ces grandes organisations commencent avec une ou deux personnes qui imaginent une façon de faire advenir la liberté dans leur vie. Et donc, elles se rassemblent, elles commencent à surveiller la police parce que la police, à bien des égards, fonctionne comme le gouvernement, agit comme une force d'occupation dans la région de la baie et dans d'autres communautés à travers le pays. Et donc, le Parti des Panthères Noires pour l'autodéfense est, et je dis le nom complet de l'organisation parce que souvent, les Panthères Noires sont simplement connues sous le nom de Panthères Noires. Et le fait qu'elles étaient axées sur l'autodéfense plutôt que sur la violence disparaît de la conversation. Elles sont là pour défendre leur communauté. Elles sont là pour défendre leur communauté contre ceux qui leur apportent du tort et de la destruction. Et donc, je me suis retrouvée liée à cette recherche de plusieurs façons, un peu par hasard, si vous voulez. Je vivais en face du collège communautaire que Huey Newton et Bobby Seale fréquentaient. Et maintenant, ce collège communautaire est devenu un centre pour personnes âgées. Mais à l'époque, c'était une école située dans la communauté, à laquelle les gens pouvaient se rendre à pied. Et donc, c'était une façon dont les gens pouvaient suivre toutes sortes de cours. Certaines de ces classes les préparaient à être transférées à l'University of California, Berkeley, ou, à l'époque, à Cal State Hayworth. Mais d'autres étaient des cours qui leur permettaient de devenir des travailleurs efficaces dans l'Amérique en voie d'industrialisation. Donc, ce collège communautaire offrait différentes choses, et c'est là qu'ils allaient à l'école. Et moi, j'habitais juste en face. Et un jour, j'ai regardé par la fenêtre et je me suis dit, mais qui sont tous ces gens dehors?
Et en fait, c'était Mario Van Peebles, toutes les personnes qui allaient créer un film appelé Panther. Donc, ils étaient essentiellement dans la région de la baie, allant sur les différents sites où le Black Panther Party avait existé et exploraient simplement les possibilités. Curieuse, j'ai traversé la rue, car je ne reconnaissais pas ces personnes dans mon quartier. J'ai alors découvert qui elles étaient. Et j'ai regardé autour de moi et j'ai vu mon amie Tarika Lewis. Et Tarika Lewis est la coéditrice du livre que nous avons écrit ensemble sur les Black Panthers, sur l'histoire des Panthers et sur l'histoire derrière le film. C'est ma co-auteure. Et Tarika Lewis a été la première femme à rejoindre le Black Panther Party. Il y avait d'autres femmes qui faisaient partie du parti. Whoopi Newton et Bobby Seale en avaient toutes les deux. La femme de Bobby Seale, Artie, et Whoopi Newton. Je ne me souviens plus du nom de sa petite amie, mais elle participait par l'intermédiaire des hommes de leur vie. Mais Tarika Lewis a été la première à se porter volontaire d'elle-même. Tarika était là et m'a expliqué ce qui se passait. J'ai dit « Oh, wow !» Et c'est ainsi que je me suis impliquée, littéralement en regardant par la fenêtre de chez moi, de l'autre côté de la rue, et en voyant ces réalisateurs repérer les différentes propriétés pour peut-être tourner leurs films et en apprendre davantage sur le Black Panther Party for Self-Defense. C'est vraiment incroyable. Je pense aussi il y a encore beaucoup de manque d'éducation dans la population mondiale générale sur ces sujets. Et bien sûr, je suis à Londres. Et Londres est une communauté très diversifiée. Et aussi, je pense qu'au Royaume-Uni seulement, il y a un grand pourcentage d'Afro-Américains qui représentent en fait une part assez significative du pays. Et aussi, dans mon cas, j'ai une grande relation avec l'Afrique et les États-Unis. Mais l'une des choses que j'ai remarqué, c'est le manque de compréhension et même d'éducation de base. Donc, vous êtes dans l'une des universités les plus prestigieuses du monde. Et l'une des choses, c'est que grâce à tout le travail que vous avez apporté dans des revues académiques et des livres, cela a touché différents sujets. Je voudrais aborder un point spécifique. Comment voyez-vous l'éducation, non seulement au sein de la communauté afro-américaine, mais aussi dans la population générale? Je sais que vous êtes un expert mondial dans ce domaine, mais je suis particulièrement intéressé de manière personnelle. Comment pouvons-nous réellement apporter une éducation moins controversée, plus basée sur les faits et la recherche, à un public plus large? Eh bien, je ne suis pas vraiment sûre de la façon dont on pourrait définir ce qui est controversé, parce que je pense que parfois, ce qui semble perturbateur n'est qu'un simple fait. Non, non. Non, je suis avec toi. D'accord, oui, oui, oui. Donc, je pense que ce qui est important, c'est comment apporter une histoire qui peut parfois mettre les gens mal à l'aise dans un monde où souvent, quand on ressent de l'inconfort, on se met instantanément sur la défensive. Et si on se demandait comment pouvons-nous créer un climat où l'on peut se sentir mal à l'aise et comprendre que c'est à partir de cet inconfort qu'on peut avancer et se demander, d'accord, qu'est-ce qui me met mal à l'aise? Quels en sont les éléments? Et comment puis-je comprendre pourquoi cela me fait ressentir cela? Est-ce que cela me concerne personnellement? Ou est-ce à propos des systèmes qui sont créés pour soutenir la richesse? Est-ce à propos des systèmes qui sont créés pour maintenir certaines personnes dans certaines communautés et les empêcher d'accéder à des possibilités? Et si nous pouvons comprendre ces systèmes qui peuvent apporter de l'inconfort, mais aussi des systèmes qui peuvent être le catalyseur de la joie et de l'amour et peuvent être le catalyseur de l'harmonie dans la diversité. Cela peut être le catalyseur pour comprendre que vous pouvez avoir une démocratie multilingue et multiraciale où chacun peut expérimenter une certaine forme d'équité.
Je pense donc qu'à bien des égards, c'est le projet des études noires. Nous nous demandons comment créer l'équité. Et l'équité ne signifie pas la discrimination envers d'autres personnes. L'équité consiste à créer une démocratie multilingue et multiraciale. L'équité consiste à créer un espace où être conscient de la race n'est pas confondu avec le racisme. Et donc, je pense que pour moi, les études afro-américaines ont été très puissantes à cet égard parce que, et je pense que c'est aussi pour cela qu'elles sont parfois défendues, les études afro-américaines visent à créer des progrès pour tout le monde. Et les études afro-américaines en tant que discipline, n'est-ce pas, concernent montrer comment les étudiants de tous horizons peuvent apprendre les uns des autres, peuvent apprendre à respecter les aspects positifs et négatifs de toute notre histoire, afin que nous puissions œuvrer pour une démocratie plus juste. J'adhère complètement et c'est plus important que jamais. Et en fait, je pense que c'est un travail continu parce que parfois, on tient ces choses pour acquises, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut simplement arrêter. Nous devons continuer à nous éduquer parce que nous avons des préjugés et comme tu l'as dit, il faut se provoquer soi-même et être controversé pour réapprendre et explorer d'autres aspects et nous avons besoin d'histoire. Donc, pour revenir aux histoires, d'après ton expérience, notre intellectuel noir, comme Amy Jacques Garvey, a façonné à la fois le paysage politique et culturel de la pensée afro-américaine. J'aimerais aborder un peu notre histoire, car elle était bien sûr une personnalité emblématique, mais je pense que c'est une histoire fantastique pour les jeunes d'aujourd'hui parce que nous tenons pour acquises toutes les choses que nous avons. Mais je trouve que son histoire est incroyable à bien des égards. Tu l'as aussi étudiée sous différents angles à la fois comme femme intellectuelle, mais aussi comme quelqu'un qui a façonné le paysage politique et culturel. Merci pour cette question. La vie et l'époque d'Amy Jacques Garvey était mon premier livre. Et c'est un livre qui est issu de ma thèse. D'une certaine manière, c'était mon premier bébé avec lequel j'ai passé beaucoup de temps. Et Amy Jacques Garvey, pour ceux d'entre vous qui ne la connaissent pas, était la deuxième épouse de Marcus Garvey. Et Marcus Garvey était le cofondateur, je devrais dire, d'une organisation appelée l'Association universelle pour l'amélioration des Noirs, qu'il a en fait fondée en Jamaïque. Donc, d'une certaine manière, parler d'Amy Jacques Garvey, c'est une façon d'aborder la question de la négritude diasporique, car, vous savez, elle a grandi en Jamaïque, est venue aux États-Unis, a voyagé au Ghana, est retournée en Jamaïque et a essentiellement vécu cette expérience diasporique où elle a pu prendre sa vie et sa volonté de comprendre au-delà de qui elle était. Et c'était une Jamaïcaine issue de l'élite qui est venue aux États-Unis, a rejoint un mouvement qui était vraiment axé sur ce que Marcus Garvey décrivait comme l'Afrique aux Africains. C'est-à-dire comment l'Afrique peut-elle être un endroit où, peu importe où vous avez pu être dispersé à cause de la traite transatlantique des esclaves, cela reste votre terre natale. Et comment pouvez-vous comprendre ce lien avec elle? Et si vous comprenez votre lien avec elle, vous ne vous verrez pas comme une minorité en Amérique, à Londres ou à Amsterdam. Vous vous verrez comme faisant partie d'une majorité mondiale parce que vous vous verrez lié à l'Afrique. Donc, Amy Jacques Garvey, la deuxième épouse, était une épouse dévouée. C'est-à-dire qu'elle soutenait son mari, mais elle a aussi élargi la façon dont les femmes noires pouvaient vivre l'organisation. Et elle était la rédactrice d'une page dans leur journal, Le Monde des Noirs, intitulée Nos femmes et ce qu'elles pensent. Nos femmes et ce qu'elles pensent. Et j'adore ça. Pas ce qu'elles font, mais ce qu'elles pensent. Et donc, elle a essentiellement créé cette rubrique où les femmes pouvaient
écrire sur ce qu'elles pensaient de leur vie, de leur société, de leurs enfants, de leur mari et de leur père, de leur communauté. Et c'est important parce qu'en tant que penseuses, elles ont aussi commencé à théoriser. Cela signifie qu'elles essayaient de comprendre comment pouvons-nous nommer des concepts, comment pouvons-nous nommer la complexité de nos vies afin qu'elle soit comprise comme une fluidité et non comme une contradiction. C'est-à-dire qu'on pouvait soutenir son mari tout en soutenant sa propre vision personnelle de qui l'on est. Et donc, à bien des égards, elle, en tant qu'écrivaine et penseuse, et en tant que personne qui a intégré les réflexions d'autres femmes noires à travers la diaspora. Et je veux insister sur la diaspora parce que le monde nègre comprenait que tous les Noirs en dehors de l'Afrique n'avaient pas l'anglais comme première langue. Alors, ils avaient une rubrique qui était imprimée en français. Ils avaient une rubrique qui était imprimée en espagnol, ce qui soulignait encore une fois la nature diasporique de la négritude et les endroits où les personnes noires pouvaient se retrouver dans le monde. Ils avaient ces rubriques imprimées en espagnol et en anglais afin d'élargir l'organisation, en dehors du monde anglo-saxon, si vous voulez, et aussi pour se connecter avec les personnes noires, peu importe où elles pouvaient se trouver. Et donc, cela a été crucial pour Amy Jakes Garvey. Et donc, dans ce livre, j'ai inventé ce concept appelé féminisme communautaire, comme une façon de comprendre comment elle pouvait, en tant que femme, être une aide pour Marcus Garvey. Et en même temps, lorsqu'elle est dans la communauté, comprendre comment les femmes pourraient avoir plus d'options et de choix dans leur vie en dehors des conceptions traditionnelles d'être une épouse et une mère. Ainsi, le féminisme communautaire est un terme que j'ai inventé pour comprendre la femme intellectuelle noire des années 1920 qui se comprenait elle-même en relation avec sa famille et son mari, mais aussi en relation avec sa communauté. Et c'est très impressionnant parce qu'il faut voir qu'elle a vécu entre 1895 et elle est décédée en 1973. Donc c'était une époque où la plupart des mouvements féministes dans le monde, pas seulement en Afrique, en étaient encore à leur début. Donc elle était une personnalité iconique et fantastique. Merci pour cela. Et c'est vraiment une recherche remarquable. Donc, vous, en tant que professeur à l'University of California, Berkeley, vous avez reçu le prix du professeur distingué pour l'enseignement et l'enseignement est quelque chose de très cher à mes yeux. Et en ce moment, c'est probablement plus important que jamais, surtout avec l'intelligence artificielle qui prend en charge beaucoup de choses et qui redéfinit aussi la façon dont nous apprenons. Par exemple, je parlais récemment avec une amie corpulente et elle me disait qu'en ce moment, il va y avoir l'éducation prénumérique, puis il y aura l'éducation post-numérique et maintenant, nous allons avoir l'éducation pré-intelligence artificielle et l'éducation post-intelligence artificielle. Donc, nous sommes En train. d'avoir beaucoup de silos à ce niveau. Donc, nous avons les silos de la race, les silos des parties controversées de l'humanité et nous avons aussi en ce moment la façon dont cela s'intègre à la technologie et à tous les différents domaines. Alors, quelle est votre approche pour enseigner en gardant à l'esprit toutes ces différentes choses, et surtout avec les sujets difficiles et très importants comme l'histoire afro-américaine et le féminisme, mais aussi en intégrant cela avec les jeunes générations qui rencontrent beaucoup plus de défis, ou du moins des défis différents? J'adore votre question sur l'intelligence artificielle et c'est quelque chose qu'en tant qu'enseignante, j'apprends vraiment à apprivoiser parce qu'au début, je travaillais contre elle. Alors, laissez-moi vous donner l'exemple de pourquoi je travaillais contre elle. Donc, j'enseigne un cours d'été sur le mouvement moderne des droits civiques, où nous parlons du boycott des bus de Montgomery, de Martin Luther King, d'Ella Baker, de Malcolm X
et ce cours est entièrement en ligne. Et donc, tous les examens sont en ligne. Et donc, pour l'examen final, mes collègues, les assistants d'enseignement avec qui je travaille, disaient, Eula, on a un problème. Tout le monde donne la même réponse à cette question. J'ai dit, quoi? Et c'était une question très simple basée sur leur lecture, mais les étudiants ont utilisé ChatGPT pour y répondre. Et donc, je ne savais pas quoi faire parce que rien dans mon programme ne disait qu'on ne pouvait pas utiliser ChatGPT. Et donc, mais vous savez, je sentais aussi qu'il y avait de la triche parce que tout le monde avait la même réponse. Je ne voulais pas accuser, mais je voulais que les gens soient responsables. Alors j'ai envoyé un email. Donc, j'ai 200 personnes dans cette classe et j'ai envoyé un email. J'ai dit, il a été porté à mon attention que certains d'entre vous ont utilisé ChatGPT dans cette réponse. Et très probablement, vous l'avez utilisé tout l'été. Je ne veux accuser aucun d'entre vous de tricherie, mais je vais vous donner jusqu'à 17 heures pour avouer en utilisant cette plateforme. Les aveux ont commencé à affluer les uns après les autres. Des personnes auxquelles nous n'avions même pas pensé avaient participé à l'utilisation de l'intelligence artificielle ont commencé à avouer. C'est en entendant ces aveux que j'ai vraiment commencé à repenser non seulement ma façon d'enseigner, mais aussi la manière d'utiliser l'intelligence artificielle pour que les étudiants l'utilisent de façon critique. Donc, dans les aveux, beaucoup disaient, je sais que je n'aurais pas dû utiliser cette plateforme et d'autres. Je sais que c'était contraire à l'intégrité académique, mais je me sentais dépassée. Je travaillais, j'avais un stage, j'avais besoin de ce cours pour obtenir mon diplôme. Donc, toutes les pressions liées au fait d'être étudiante se sont vraiment manifestées. Et j'ai dû réfléchir à cela parce qu'en tant que professeur, nous pensons que notre cours est la chose la plus importante au monde. Alors, comment pourrais-tu ne pas t'y investir de cette façon aussi? C'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut que je revoie tout ça, et je savais que je ne pouvais pas le faire toute seule. Je suis une dinosaure technologique. J'ai encore un téléphone à clapet. Je n'ai jamais envoyé de texto. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec toute cette nouvelle technologie? Alors, j'ai contacté une personne sur le campus qui m'a aidé à repenser mon cours. Et je l'ai repensé en faisant en sorte que pour chaque section, il y ait 4 questions. Et donc maintenant, la première question de chaque section a une réponse qui vient directement de ChatGPT. Donc par exemple, la question pourrait être donner une définition du boycott des bus de Montgomery où Martin Luther King a participé à ce mouvement d'action directe non violente. Cela pourrait être une question. Ensuite, la réponse qui vient de ChatGPT est intégrée dedans. On demande aux étudiants de critiquer la réponse. Qu'est-ce qui est correct à ce sujet? Qu'est-ce qui est incorrect? Qu'est-ce qui manque? Donc, c'est une façon pour eux de comprendre que oui, il y a de bonnes informations, mais qu'il y a aussi d'autres informations qui ne sont pas correctes. Il y a quelques failles manquantes dans cela. Et donc, mon espoir, c'est que après l'avoir critiqué, s'ils continuent à l'utiliser, ils critiqueront aussi ce qu'ils voient. Eh bien, c'est très spécial et je pense que cela ouvre une autre question. Ce que je veux aborder, c'est l'un des défis. Surtout, mais bien sûr, vous êtes dans l'une des universités qui est parmi les meilleures au monde. Cependant, le défi actuel est distinct des fractures liées à l'intelligence artificielle et au numérique. Donc, c'est aussi ainsi que ces grands modèles d'intelligence artificielle, les grands modèles de langage, sélectionnent des matériaux auprès de chercheurs comme vous et d'autres, puis les intègrent dans leurs grands modèles. Une étude de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, dont j'ai interviewé l'un des directeurs ici, a montré certains cas particuliers.
il a donné un défi lorsqu'il était directeur de l'enseignement supérieur à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. C'est que beaucoup de ces modèles choisissent beaucoup de choses sur Internet. Et il y a beaucoup de haine sur Internet. Il y a beaucoup de haine provoquée par différentes choses. Parfois, c'est de la frustration. Parfois, ce sont des personnes que l'on veut provoquer. Mais malheureusement, cela peut prendre le meilleur comme le pire de l'humanité. Donc, je suis sûr que lorsque vous avez fait cette recherche, avez-vous aussi essayé, parce que l'un des défis actuels en matière d'intelligence artificielle est le biais de genre et toutes les différentes parties que cela implique, pas seulement le biais de genre, mais aussi les questions raciales qui apparaissent, parce que certains modèles sont construits en prenant des choses d'Internet ou en prenant des choses de Wikipédia, et tout cela se retrouve de différentes manières, mais en même temps, au moins, les meilleurs modèles essaient de s'appuyer sur la recherche des meilleures universités. Comment voyez-vous cela? Je sais que cela sort un peu de votre champ de travail, mais c'est important parce que cela fait partie de votre champ de travail en tant qu'autorité dans les domaines dont nous parlons ici. Eh bien, dans mon effort pour essayer de comprendre cela, on m'a dit que le vocabulaire utilisé était que cela ratisse Internet pour obtenir des informations, mais que cela ne les analyse pas et ne les critique pas. Et donc, l'une des choses auxquelles je réfléchis de plus en plus, c'est que je me souviens quand j'étais une jeune professeure, lorsque Wikipédia venait d'apparaître. Et je me souviens avoir dit à mes étudiants, vous ne pouvez pas utiliser Wikipédia comme source. Vous ne pouvez pas citer Wikipédia. Qui sont les personnes qui créent les récits pour Wikipédia? Et maintenant, je dois avouer que lorsque je veux obtenir des informations de base et être initié à un sujet, je vais sur Wikipédia. Donc, à bien des égards, je considère peut-être toutes ces différentes plateformes d'intelligence artificielle comme une première version de Wikipédia. Et il faudra des êtres humains pour l'améliorer. Il faudra des personnes expertes dans leur domaine pour l'améliorer. Donc, l'une des choses que j'aime avec Wikipédia, c'est que généralement, si l'article est mince ou s'ils veulent plus d'informations, ils disent « Nous avons besoin de votre aide ». Ils diront « Pouvez-vous nous aider à compléter cette description? Pouvez-vous nous aider à fournir une définition plus solide ?» Et c'est pourquoi je pense que Wikipédia a maintenant progressé. Pour devenir, vous savez, une source d'introduction incontournable pour quelque chose. Et généralement, la liste de la bibliographie est tellement importante parce qu'elle vous amène à d'autres façons de penser, à ce que vous voulez apprendre. Donc, je pensais à la façon dont, dans certains cours à l'University of California, Berkeley, il y a un élément autour de Wikipédia où ils interviennent, le professeur intervient et assigne des aspects particuliers, des idées, des thèmes, des personnes, où les étudiants sont chargés d'y aller et d'améliorer l'article, de le nettoyer, d'en faire une source intellectuelle et académique plus solide. Donc, je sais que cela fait partie de certains enseignements à l'University of California, Berkeley. Et je ne suis pas tout à fait sûre de savoir comment nous pouvons transposer ou adapter cela à différents types de programmes d'intelligence artificielle. Mais si nous pouvions le faire, je pense que l'intelligence artificielle et ChatGPT pourraient vraiment se libérer de certains de ces biais liés à la race, au genre, à la classe sociale. Et je pense que c'est important pour nous de le faire si nous voulons, si ce n'est pas si, parce que c'est déjà là, alors comment allons-nous l'utiliser d'une manière qui soit bénéfique et non préjudiciable à l'académie? 100%. Et je pense que j'aime la façon dont tu choisis Wikipédia parce que au début, oui, il y avait beaucoup de problèmes et c'est devenu en fait l'une des plus grandes sources pour tout. Et en fait, je pense qu'en termes au moins des études scientifiques à ce sujet, c'est que la qualité de la recherche est en fait l'une des meilleures.
Dans le monde, beaucoup d'universitaires sont présents et aussi important, je suis très impliqué dans l'intelligence artificielle. Je pense que ton niveau d'expertise et tes recherches sont primordiaux pour intégrer cela et j'apprécie ce que tu as abordé. Mettre le niveau d'interaction et créer des modèles ouverts et des modèles d'intelligence artificielle ouverts avec lesquels on peut apprendre. Donc, c'est un très bon point et je sais que j'aime ça aussi, même dans certains de mes travaux, ainsi qu'en discutant avec d'autres chercheurs et créateurs. Et donc, en regardant vers l'avenir, nous avons parcouru beaucoup de chemins, surtout au cours des 100 dernières années, et tu as beaucoup de recherches dans de nombreux domaines que tu abordes et que nous avons abordés ici. Donc, quelle est, selon toi, la prochaine grande question ou les prochains grands défis dans l'histoire afro-américaine que les universitaires et chercheurs doivent relever? Comme nous l'avons évoqué précédemment, ce que j'aime toujours faire, c'est est-ce que nous pouvons façonner l'avenir dans ton domaine, mais aussi amener cela d'abord pour obtenir la recherche, comme tu l'as dit, sur des bases solides, mais aussi pour élargir et augmenter l'audience, et également pour les personnes qui ont besoin d'étudier et d'apprendre cela. Je pense que l'un des plus grands besoins dans les études afro-américaines concerne le travail à mener sur le sud rural, où nous avons beaucoup d'informations et de connaissances sur le nord, l'ouest et les villes du sud, mais nous n'avons pas autant de recherches sur le sud rural. Il y a des personnes noires qui ne sont pas parties, qui n'ont pas migré vers les villes du sud, qui ne sont pas parties du Mississippi vers Chicago ou de la Louisiane vers Los Angeles comme ma famille. Il y a des personnes noires qui sont restées dans le sud rural pendant des générations. Et à bien des égards, leur histoire n'a pas reçu l'attention et la compréhension qu'elle mérite. Je pense qu'un autre domaine des études noires qui manque et sur lequel nous devons faire plus, c'est le Diaspora, diaspora noire aux États-Unis. Je pense que davantage d'entre nous vont devoir être plus multilingues. Nous allons devoir être capables de parler et de lire des documents. Pas seulement parler, mais lire des documents en espagnol, en vieil espagnol et en français. Pour pouvoir comprendre les diasporas qui se chevauchent, n'est-ce pas? Comment les gens viennent d'un endroit, puis ils se retrouvent à se croiser avec des personnes venant d'autres endroits. Et qu'est-ce que ce chevauchement des diasporas apporte aux communautés noires? Qu'est-ce que ce chevauchement des diasporas apporte aux études sur les Noirs? Donc, à bien des égards, je pense que le sud rural, où les Noirs continuent de travailler la terre pour eux-mêmes, où ils pratiquent un petit peu l'agriculture de subsistance, où beaucoup d'entre eux n'ont pas accès à une connexion Internet rapide et doivent se rendre en ville à la bibliothèque locale pour avoir accès à Internet. Ces personnes sont incroyablement importantes pour l'histoire et la culture des études sur les Noirs en Amérique, et leurs histoires doivent être davantage représentées. et c'est un élément clé, un élément essentiel. Donc, une autre question liée à cela, mais un peu autour des débats sur l'égalité raciale et l'histoire qui sont très présents en ce moment. Euh, Quel rôle pensez-vous que l'histoire afro-américaine et la théorie féministe noire jouent? Et j'aimerais que vous puissiez définir les deux d'un point de vue académique. Je pense que c'est important de le faire, même si nous ne sommes pas une institution académique. Moi-même, je suis aussi un universitaire. Je respecte cela. Et quel rôle devraient-ils jouer dans le discours public aujourd'hui? Les études afro-américaines sont très importantes dans le discours public aujourd'hui parce que les études afro-américaines sont un domaine interdisciplinaire. Et cela signifie que des personnes qui font de l'histoire comme moi, des personnes qui font de la géographie, de la littérature, de la linguistique, de la sociologie, de la santé, sont toutes intéressées par la façon dont nous pouvons rassembler plusieurs disciplines dans un domaine afin de comprendre le monde dans lequel nous vivons.
Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles les études noires en tant que domaine sont attaquées, c'est à cause des progrès que nous avons accomplis. C'est-à-dire que maintenant, dans la plupart des universités, si vous allez dans un département de géographie, si vous allez dans un département d'anglais, si vous allez dans un département de sociologie, il y a quelqu'un qui s'engage aussi dans les études noires dans ces départements. Parce que les études noires en tant que domaine ont contribué à créer une transformation critique de l'université et d'une manière qui bouleverse les frontières et les cloisonnements de l'apprentissage. Donc, afin de comprendre ce que l'on pourrait vivre dans une ville du Sud ou dans un environnement du Nord, il faut s'impliquer dans le mouvement des personnes noires, qu'elles se déplacent du Sud vers le Nord ou qu'elles viennent des Caraïbes vers New York. Et je pense que c'est pour cela qu'il y a eu autant de résistance, c'est à cause des progrès accomplis. Mais je pense qu'il est important de comprendre que le progrès ne détruit pas l'équité. Le progrès ne sape pas une société plus démocratique. Et en fait, il contribue à la créer. Et donc, je pense que il y a tellement de façons que l'équité et le progrès sont enveloppés et mal compris comme étant discriminatoires contre les personnes blanches, en particulier les personnes blanches privilégiées, alors que ce n'est pas le cas. C'est un tour de passe-passe, alors que nous devons réfléchir à la façon de créer cette démocratie multiraciale et multilingue. Oui, c'est un élément clé, mais c'est assez complexe à cause de nos dynamiques. C'est ce qui rend l'humanité si spéciale et complexe. Donc, l'un de vos livres de 2018, c'est La structure patriarcale de la nation de l'islam. Et donc, j'aimerais aborder ce sujet parce que c'est assez intéressant car vous avez à la fois l'histoire afro, mais aussi cette partie qui va plus loin pour aborder un sujet qui concerne en fait au moins 1 milliard de personnes qui s'identifient à l'islam. Et bien sûr, il y a beaucoup de... D'abord, le patriarcat est un sujet très sensible. Et même moi, j'essaie en tant que père d'une fille et aussi en tant que personne qui veut apprendre, donc je veux aborder cela à partir de vos recherches pour le livre, mais aussi d'un point de vue plus large sur le patriarcat et le féminisme. Et comment nous pouvons vraiment bien faire les choses. Et je parle pour moi-même en tant que personne qui veut apprendre, mais j'aimerais aussi que notre public élargisse ses perspectives et qu'il regarde également l'histoire et la recherche et identifie. Tout d'abord, félicitations pour tes efforts à bien faire les choses. Ça commence par nous, n'est-ce pas? Et donc, ce livre, Femmes, la promesse du patriarcat, Femmes dans la nation de l'islam, m'est venu de la salle de classe. Et je parlais avec des étudiants et je leur ai demandé, pourquoi quelqu'un rejoindrait-il la nation de l'islam originel après l'assassinat de Malcolm X? Donc même si c'est un livre sur les femmes, je suis arrivée à ce sujet grâce à Malcolm X. Et dans ce livre, j'examine comment la promesse du patriarcat pour les femmes afro-américaines entre 1930 et 1975, qui correspond à la nation de l'islam originel, et la promesse du patriarcat pour les femmes noires comprenait le fait qu'elles auraient le choix de rester à la maison et d'élever leurs enfants, qu'elles auraient le choix de s'investir dans l'éducation de leurs enfants d'une manière où leurs élèves étaient au centre et non le regard blanc, où elles avaient le choix de se sentir en sécurité en marchant dans la rue et de ne pas être importunées. Donc, la promesse du patriarcat, à bien des égards, peut être comprise comme
s'appuyait sur les options et les choix des femmes de l'élite et de la classe moyenne. L'option de ne pas travailler à l'extérieur de la maison, l'option d'élever ses enfants. Et ce sont des options que la majorité des femmes noires n'avaient pas, parce que la majorité des femmes noires font partie des travailleuses pauvres. Donc, la promesse était d'épouser un homme qui pourrait subvenir aux besoins de la famille. Et il était très difficile pour les hommes noirs de subvenir aux besoins de leur famille entre 1930 et 1975. À cause de la façon dont les lois Jim Crow fonctionnaient et, plus tard, d'autres formes de discrimination raciale. Et donc, pour les hommes noirs, la promesse du patriarcat n'est pas seulement une promesse pour les femmes, mais aussi pour les hommes, que si vous rejoignez cette organisation, nous allons vous aider à subvenir aux besoins de votre famille. Nous allons vous aider à devenir le chef de famille. Nous allons vous aider à prendre soin de vos enfants et à être un bon mari. Donc, la promesse était des deux côtés. Le défi, c'est de savoir comment tenir cette promesse. Où les idées autour du contrôle et de la violence et le silence n'ont pas lieu. Donc, à bien des égards, c'est comme marcher sur une corde raide parce que si les femmes noires ne peuvent pas rester chez elles et élever leurs enfants, il est fort probable que leur seule option soit de travailler comme domestique chez quelqu'un d'autre. Et donc, il est clair qu'il n'y a aucune garantie que cela ne soit pas aussi une condition patriarcale. Donc, pour moi, j'étais intéressée, je partais du principe que je devais mettre de côté mes idées féministes noires et réfléchir aux options et aux choix des femmes en fonction de leur situation, en particulier celles qui autrement travailleraient comme domestiques aux États-Unis. Et une fois que j'ai fait cela, j'ai pu comprendre à quel point cette promesse pouvait être séduisante. Je suis une femme ayant reçu une éducation formelle, donc j'ai des options et des choix différents de ceux d'une personne qui n'en a pas. Et donc, pour moi, la promesse du patriarcat dans la nation de l'islam était une façon pour les femmes noires de faire de leur mieux pour comprendre comment vivre dans cette société, élever leurs enfants et les éduquer de manière à ce qu'ils puissent devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Comment puis-je vivre dans une société où j'aurai peut-être un peu de temps pour moi? Qu'en pensez-vous? Pour faire quelque chose qui m'épanouit et me donne du pouvoir. Et cela était très difficile de tenir cette promesse, compte tenu des conditions de vie des Noirs aux États-Unis. Oui, c'est vraiment très spécial et c'est vraiment très important parce que on ne peut comprendre la complexité que lorsqu'on étudie et qu'on approfondit ce que tu viens de dire. Et je pense que pour moi en particulier, parce que j'ai aussi plusieurs cultures, quand on est dans plusieurs cultures, on ne comprend pas les nuances. Et ces nuances sont vraiment très impactantes, même pour elles, pour avoir une vision du monde, pour comprendre et aussi pour saisir et éviter les biais et beaucoup de problèmes qui en découlent, et aussi pour s'assurer que les nouvelles générations puissent avoir une meilleure capacité. Donc, ma dernière question, et je veux respecter ton temps, il est estimé que la population noire ou africaine dans le monde représente environ 14% de la population totale mondiale. Cela inclut des personnes d'origine africaine de différents pays du monde. Et les États-Unis comptent environ 14,6%, soit environ 45,76 millions de personnes. Ce sont des données de Statista et une chose que j'ai également remarqué, c'est que j'ai beaucoup travaillé avec l'Afrique. Et j'y tiens beaucoup car l'Afrique a la population la plus jeune du monde, avec environ 60% de sa population âgée de moins de 25 ans. Donc, la majorité de la population africaine a entre 0 et 24 ans. La moyenne d'âge en Afrique est d'environ 19 ans.
Nous avons une énorme population jeune et ces chiffres vont bien sûr doubler parce qu'ils auront des enfants et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup d'importance à accorder à l'éducation et je sais que l'éducation est très spéciale pour vous. Alors, comment conseillez-vous cette jeune population et les jeunes qui veulent poursuivre des études, qui veulent étudier leur identité, ainsi que ceux qui souhaitent s'intéresser aux études afro-américaines ou aux théories féministes noires, mais aussi à l'éducation en général, afin qu'ils puissent réellement acquérir cette identité pour créer un monde meilleur qui pourrait atténuer beaucoup des problèmes que nous voyons dans l'histoire? Je conseillerais aux jeunes de lire tout ce qu'ils peuvent trouver, d'être des lectrices voraces et de ne pas seulement lire sur elles-mêmes. Je pense que l'une des choses les plus importantes que j'ai faites en tant qu'étudiante, c'est que j'ai lu beaucoup sur l'histoire et la culture noire, mais j'ai aussi lu beaucoup sur beaucoup d'autres sujets. J'ai lu de la physique. J'ai lu, oh là là, de la littérature. Je lisais quand j'étais assise dans le bus. Je lisais les publicités qui étaient au-dessus de ma tête. Lire tout et de garder un petit carnet. Je pense qu'une des choses avec lesquelles j'aurais aimé être plus régulière, c'est de tenir un journal. J'en avais, mais je n'ai jamais été constante. Écris tes pensées, écris comment tu comprends ton monde à ce moment-là. Au fur et à mesure que tu lis, écris les mots de vocabulaire qui sont nouveaux pour toi et essaie d'en faire une partie de ta langue, de ton vocabulaire, tu sais, pour l'élargir. Je pense qu'il n'y a rien qui remplace la lecture et il faut lire tout ce que tu peux trouver et aussi t'exercer à écrire d'une manière qui te permette d'entendre ta propre voix. Souvent, quand tu lis beaucoup de choses, tu veux rapidement reproduire la voix, le rythme et le son de ton auteur préféré. Parce que c'est ton auteur préféré. Alors pourquoi ne voudrais-tu pas faire ça? Mais en faisant cela, commence à t'accorder avec ta propre voix, ta propre passion et reconnais qu'elles ont de la valeur et de l'importance. Et j'espère en particulier pour les personnes internationales, surtout pour tous ces jeunes sur le continent, j'essaye de collecter des fonds pour que des étudiants internationaux puissent venir apprendre à l'University of California, Berkeley, parce que nous voulons apprendre de vous, tout comme vous voulez apprendre de nous. Et si vous vous souvenez aussi que tout le monde autour de nous, qu'il soit éduqué formellement ou non, qu'il nettoie votre salle de classe, prépare votre nourriture à la cafétéria ou se tienne devant vous dans la salle de classe, nous avons tous une valeur intellectuelle. Et si vous pouvez reconnaître cela, je pense que vous serez certainement en bonne voie pour devenir la personne que vous souhaitez être. C'est magnifique. Inspirant et très important pour nous tous, surtout pour ces jeunes générations, pour tous ceux qui nous écoutent. C'était un honneur de vous avoir ici au festival. Nous allons mettre des liens vers vos recherches, vos livres, et les gens pourront également interagir avec vous sur les réseaux sociaux, là où vous êtes le plus visible. J'ai beaucoup appris pendant cette heure et plus que nous avons passé ici, et je pense que je dois encore approfondir mes recherches. Merci beaucoup pour toute l'inspiration et aussi pour la leçon. Merci de l'invitation, ce fut un plaisir.